contre-interrogatoire effectué par la partie qui n'a pas appelé le témoin. Ensuite, deuxièmement, en ce qui concerne donc les témoins qui rentreraient ou qui sortiraient du prétoire avant les juges, la Chambre est d'accord avec tous les arguments présentés par l'accusation et par les autres parties d'ailleurs. Au vu de l'article 68.1 du statut, la Chambre s'est engagée à s'occuper correctement du témoin qui doit comparaître. Donc le témoin doit rester en dehors de la salle d'audience jusqu'à ce que l'audience soit prête à commencer. Lorsque la Chambre, qui est en contact avec le greffier d'audience ou l'huissier d'audience, se décide prêt à commencer l'audience, le témoin devrait être escorté par un membre de SVT, mais uniquement, et devrait donc être déjà assis lorsque la Chambre entre dans la salle d'audience. Le représentant du SVT restera à côté du témoin à tout moment jusqu'à ce que la Chambre lui dise de partir. En ce qui concerne donc l'utilisation d'audience à huis clos partiel et les expurgations, la Chambre prend bonne note des arguments présentés par les parties, mais ne considère pas que ce point demande une décision de principe, en tout cas pas à l'heure actuelle. Cela va donc être décidé au cas par cas, en prenant en compte l'obligation de protéger le témoin, mais le droit aussi de la défense à avoir des audiences publiques. Maintenant, en ce qui concerne la demande de la défense Gbagbo du 22 février 2016, écriture 450 pour certification d'appel de la décision du juge président en l'affaire, enfin d'une instruction orale du juge président, fait le 20 février 2016. Donc c'est pour ce que les parties n'utilisent pas le mot président lorsqu'ils parlent de M. Gbagbo. Il n'y a que les représentants des victimes qui a déposé une écriture en réponse aux arguments de la défense. Il s'agit de l'écriture 450 de la défense. Gbagbo a soulevé 4 moyens d'appel. Premièrement, que le représentant légal des victimes n'avait pas capacité à demander à ce que l'accusé soit référé d'une manière, on fasse référence à l'accusé d'une manière bien précise. Deuxièmement, la Chambre n'avait pas donné les fondements légaux qui étayaient sa décision. Troisièmement, la Chambre avait fait une erreur de droit dans son raisonnement et dans les raisons qu'il a données concernant son instruction. Et quatrièmement, les juges vont contribuer à créer de la confusion. Et là, je cite la défense Gbagbo, dans l'esprit des témoins. Or, vu l'instruction orale donnée le 20 février 2016, donc, qui a été donnée à toutes les parties, selon lesquelles il devait faire référence à l'accusé comme étant M. Gbagbo ou M. Laurent Gbagbo, et non pas président. Sachez que ce n'est pas une décision, donc on ne peut pas faire appel de cette décision au titre de l'article 82.1d du statut de Rome. Ce n'est qu'une instruction, une consigne. Cette consigne n'a été donnée que dans un seul but, pour que l'on reste concentré sur le procès et sur les points légaux et factuels de ce procès et sur rien d'autre. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails des arguments soulevés par la défense. Cela dit, la Chambre, afin d'être exhaustive, va quand même y répondre. En ce qui concerne donc le fait que ce soit la représentante légale des victimes qui ait soulevé ce point, la défense Gbagbo a reconnu elle-même que la Chambre avait déjà rendu ce type de décision orale le 4 novembre 2014 concernant la façon dont il convenait d'appeler M. Gbagbo lors du procès. La Chambre donc ne voit pas du tout où est le problème avec le fait que ce soit les LRV qui aient soulevé ce problème, étant donné que les parties n'avaient pas suivi les instructions données précédemment. En ce qui concerne l'argument selon lequel cela pourrait créer une certaine confusion dans la tête du témoin, sachez que tout ce que la Chambre tient à dire, c'est qu'elle considère que c'est quand même assez étrange que la défense Gbagbo semble dire que les témoins qui vont venir déposer ici
aurait du mal à comprendre qui est M. Gbagbo si on ne fait pas référence à cette personne en l'appelant le président Gbagbo. Mais cela dit, la Chambre remarque que la défense Gbagbo ne semble pas essayer d'expliquer comment et pourquoi pourquoi et comment ces objections soulevées semblent avoir un impact sur l'équité du procès. Et c'est pourtant ce qui est nécessaire si on veut absolument demander appel d'une décision et pour qu'il y soit fait droit au titre de l'article 82 1D du statut. Ensuite, la Chambre maintenant souhaite régler rapidement une question assez déplaisante qui résulte de cette demande de certification d'appel déposée par la défense de M. Gbagbo. Dans cette demande, au paragraphe 42, dans une certaine mesure au paragraphe 44, semble explicitement considérer que les juges de cette Chambre ne sont pas impartiaux. Or, la Chambre répète à nouveau, avec toute la clarté nécessaire et de façon explicite, que lorsque les parties ne sont pas d'accord avec une décision, ça ne signifie pas que la Chambre, pour autant, soit partiale. La Chambre a répété à l'envi que les juges sont impartiaux. Ils ont la présomption d'impartialité. Il est difficile de récuser cette présomption. Donc, la défense, si elle considère qu'elle a des motifs pour le faire, doit suivre les procédures prévues par la loi. En absence donc de ce type de motivation correctement fondée, la Chambre considérera que si ce type d'argument est répété, eh bien, ce sera vu comme étant parfaitement non nécessaire, superflu, inacceptable et uniquement une manœuvre dilatoire visant à créer une apparence de partialité afin d'essayer de saper la légitimité de ce procès aux yeux du public. Donc, s'il s'agissait de la décision orale qui a résulté de la conférence de mise en état que nous avons il y a peu de temps et de la demande de certification d'appel. Le 4 mars, surprend l'interprète, la défense Gbagbo a déposé une écriture, la 458, portant sur une éventuelle violation du protocole de familiarisation. Et je pense que nous allons donner la parole aux parties afin de savoir quelle est leur position sur ce point. Donc, je vais commencer par donner la parole à Maître Knoops. S'il a quoi que ce soit à dire. Made by the defense of Mr. Gbagbo. Here's the floor. Alors, Maître Knoops, vous avez la parole. Maître Knoops, merci. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Hier, nous avons déposé auprès de la Chambre un courriel. En effet, étant donné que nous n'avons pas reçu la liste de documents, nous ne pouvons pas faire de commentaires sur cette demande qui a été déposée par l'équipe Gbagbo. Ce n'est que vendredi que l'équipe Gbagbo nous a fait savoir que ces documents avaient été déposés. Nous avons appris cela en fait par le dépôt d'écriture de M. Gbagbo. Nous ne pouvons pas faire d'arguments. Mais qu'en est-il du représentant légal des victimes, Madame Massida? Nous n'avons rien à dire sur ce point. Mais je tiens à dire quand même que nous n'avons reçu aucun courriel, alors que Maître Knoops semblait faire référence à un courriel. Peut-être qu'on n'était pas en copie. Maître Knoops. Non, non, tout le monde était en copie. Madame Massida, très bien, nous allons vérifier. Monsieur MacDonald, qu'avez-vous à dire?
dit le président. Monsieur MacDonald. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Merci, je m'approche de mon micro. Dans la demande faite par l'équipe Gbagbo, il y a deux types de documents qui sont mentionnés. Donc, je vais d'abord parler des références aux numéros ERN. Lors de la dernière interview en décembre 2014, donc interview de ce témoin qui nous intéresse, il est fait la référence à base de numéro ERN concernant les documents montrés au témoin était notée. Et pourquoi cela? Eh bien parce que notre équipe a pris comme habitude de se réfréner dans l'attribution de numéro ERN. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas été mis en annexe à la déclaration. Lorsqu'on a un document qui est dans notre base de données Ringtail, on fait référence à l'ERN de cette pièce et on l'insère dans la déclaration. Donc notre obligation n'est que de nous assurer que ces documents identifiés par ERN sont bel et bien divulgués aux parties, afin qu'ils puissent suivre la transcription de l'interview. Donc, au lieu de mettre en pièces jointes 30, 40 ou 60 documents, avec transcription, et obtenir de nouveaux numéros ERN qu'on rajoute à d'autres numéros ERN, on a simplifié la chose, on ne fait que référence à l'ERN et rien d'autre. Alors sachez qu'il n'y a pas de anguille sous roche ou de complot. Ne voyez pas ça, hein. On n'essaie pas du tout de préparer un témoin. On n'en est pas là du tout. Vous avez vu que nous avons travaillé de la sorte avec ce témoin. Nous allons le faire aussi avec les témoins à venir, car c'est notre façon de faire au bureau du procureur, enfin dans cette équipe en tout cas. Là, je pense que les choses sont claires. L'autre question est plus importante, je crois. C'est notre interprétation, ou peut-être notre malentendu entre les deux équipes, le malentendu qui existe entre les deux équipes à propos de deux autres documents. Donc, le témoin, nous avons interprété la chose comme étant le fait que les autres interactions entre le témoin et le bureau du procureur ou la défense devaient être inclus dans ce package de la familiarisation, c'est-à-dire la première rencontre avec le bureau du procureur, ce qu'on appelle en fait les notes de familiarisation avec le témoin. Donc ce n'est pas vraiment une déclaration au titre de la règle 111 ou 112 du règlement de procédure et de preuve, c'est juste une note de familiarisation. Et puis, il y a d'autres documents qui est une déclaration faite par le témoin lorsqu'il a consenti à rencontrer l'équipe de défense de M. Gbagbo. Nous avons divulgué ce document et selon nous, ces deux documents devaient figurer dans ce fameux package de familiarisation ainsi que les trois autres déclarations que le témoin avait fait à différents moments auprès du bureau du procureur. Donc c'était juste pour être juste envers le témoin, pour qu'il puisse se préparer correctement à sa déposition. Donc si la solution à apporter, bien sûr, si la Chambre décide qu'il s'agit d'une violation du protocole, eh bien, nous considérons bien sûr que le remède que demande la défense, qui est que vous preniez cela en compte lorsque vous évaluerez le témoin la crédibilité du témoin en fin de compte, pas de problème pour nous. Nous considérons que c'est tout à fait normal. Mais nous aimerions avoir des instructions supplémentaires de la Chambre si la Chambre considère que nous sommes trompés dans notre pratique.
Sachez que cette pratique, comme je l'ai dit, n'a pas du tout été faite dans le but de nuire ou d'induire qui que ce soit en erreur. S'agissant de la liste et des courriels, Maître Knoops a évoqué cela. Nous allons vérifier les parties qui ont été copiées dans ce courriel. Mais à l'avenir, enfin, nous pensons que M. Gbagbo était en copie, mais nous avons l'impression que tout le monde était en copie, ou qu'à tout le moins les documents. Ces documents-là font partie de la liste de pièces que l'accusation pourrait éventuellement exploiter lors de son interrogatoire. La défense a été mise en copie. Il s'agit peut-être d'informations supplémentaires qui pourraient être fournies. Dans d'autres cas, c'était la pratique suivie. Les autres parties recevaient les pièces de la partie appelante ou non appelante. Nous appliquerons la même pratique lorsque la défense appellera ses témoins. L'accusation recevra des listes pour voir quelles pièces ont été utilisées en vue de la préparation de la familiarisation. Ceci étant, pendant que j'ai encore la parole, j'aimerais préciser que j'ai eu une discussion à ce sujet s'agissant de la familiarisation et des déclarations préalables. Je crois comprendre qu'il y a eu des difficultés s'agissant du témoin qui s'apprête à déposer. Mais je suppose que vous souhaiterez peut-être discuter de cela ultérieurement. Le Conseil de permanence a déposé une requête vendredi dont nous ne sommes pas au courant. Nous reviendrons sur cela plus tard si vous le souhaitez. Thank you. Président, je vous remercie. La Chambre, après avoir entendu les observations des uns et des autres, rendra sa décision s'agissant de la requête formulée par l'équipe de défense de M. Gbagbo. Nous allons donc commencer l'audition de ce témoin. Et pour cela, je demande à l'huissier de bien vouloir faire entrer le témoin. There's no space. So, good morning, Mr. Bonjour, monsieur le témoin. I know Le juge président, je sais que vous ne bénéficiez pas de mesures de protection, donc nous pouvons parler en audience publique. Vous vous appelez Sam Mohamed Yichi, c'est bien cela? Okay, thank you very Très bien, merci beaucoup, madame le greffier d'audience. Nous pouvons poursuivre maintenant. On m'autorise à poursuivre. Can you tell Pourriez-vous nous dire
quelle est votre date et lieu de naissance? La date de naissance est le 24 octobre 1963, Monrovia, Libéria. And you are Le président, vous êtes citoyen du Libéria et de la Côte d'Ivoire, c'est bien cela? okay. Le président, très bien. Vous n'êtes pas libanais, non? Je suis libanais ivoirien, mais je suis ivoirien 100% si tu veux. Parce que j'ai fait toute ma vie en Côte d'Ivoire. Donc je ne sais rien de l'autre côté. Et j'ai la nationalité ivoirienne. And what Le président. Et quelle est votre appartenance ethnique? Vous êtes Djoula, c'est bien cela? Du Nord, j'ai fait toute ma vie du Nord. Le mot Djoula, ça me frustre un peu. Je suis du Nord. Parce que le mot Djoula, c'est pas ethnique de la Côte d'Ivoire. C'est une partie qu'on appelle les Djoula, qui sont du Nord. Sinon, je suis du Nord de Côte d'Ivoire. Je suis, si vous voulez bien, de la région de Segla-Makuno, qui est du Nord de Côte d'Ivoire. and as far as the Le président. Et veuillez poursuivre, allez-y. Avoir, Monsieur le Président, si l'audience est en direct ouvert ou c'est direct. Ok, parce que c'est ce que j'ai préféré depuis we're in open session. Le président, nous sommes en audience publique. du procureur. J'ai toujours demandé que je n'ai rien à cacher. Donc je souhaiterais que les choses soient dans la transparence. And that's what we are. Le président, c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Tout est public, tout est transparent. So you are Le président, et votre religion, quelle est-elle? Vous êtes chrétien ou musulman? Ou rien, ni l'un ni l'autre en fait. and your occupation. Et votre profession, quelle est votre profession? Je suis un commerçant, j'ai fait la politique. Politician, what Le président, la politique, qu'est-ce que vous entendez par cela? Est-ce que vous êtes membre d'un parti? Qu'est-ce que vous entendez par politique? Politique, Monsieur le Président. and which political party? Le président, et de quel parti politique s'agit-il? Politique à moi. Okay. Le président, très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que cette chambre a été mise sur pied, constituée, afin de connaître de l'affaire le procureur contre messieurs Blegoudé et Bagbo. Vous le savez, n'est-ce pas? Je le sais. And you are here Le président, et vous êtes ici, vous avez été cité à comparaître pour témoigner afin d'aider la chambre dans sa quête de la vérité. be asked questions. Il vous sera posé des questions par le bureau du procureur et par les équipes de défense de messieurs Bagbo et Blegoudé. And said, Si à un moment ou à un autre vous avez des préoccupations, si vous êtes fatigué, si vous souhaitez faire une pause, faites-le nous savoir et nous tiendrons compte de cela. Mais en tant que témoin déposant dans le cadre d'une affaire devant cette cour, vous avez le devoir de dire la vérité. so before I give the floor, Donc, avant de donner la parole au procureur qui vous interrogera, je vous rappelle que vous êtes tenu de prendre un engagement solennel. C'est ce qu'exigent les textes statutaires de la Cour. Je vais vous demander de répéter après moi les mots suivants. I solemnly Je déclare solennellement que je dirai la vérité Je déclare seulement de dire que la vérité.
et ce que je connais. The whole truth Toute la vérité et rien que la vérité. La vérité, rien que la vérité pour la Côte d'Ivoire. I have also Le président, je dois également vous informer que le fait de faire un faux témoignage est une infraction devant cette cour et que l'auteur d'un tel faux témoignage est passible de poursuite. Est-ce que vous comprenez cela? the last recommendation La dernière recommandation que j'ai à vous faire, c'est que vous devez parler lentement. Vous parlez français, vous avez appris que tous vos propos seront interprétés en anglais. Nous avons des interprètes et des sténotypistes qui interprètent vos propos et consignent par écrit ce que vous dites. C'est pourquoi je vous demande de parler lentement, et ce, afin que les interprètes et les sténotypistes puissent faire leur travail de manière exacte. welcome Mr. Bonjour, Maître Van Bonnet, bienvenue. Monsieur le témoin, vous avez à côté de vous votre conseiller juridique. Je vais demander à Maître Van Bonnet de bien confirmer que le témoin a été informé pleinement de ses droits ainsi que de ses obligations au titre de la règle 74. Yes, Your Honor. Maître Van Bonnet, oui, Monsieur le Président, j'ai informé le témoin de tout cela et des textes pertinents. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup, Maître Van Bonnet. Je vais à présent demander à Monsieur le procureur de bien vouloir nous indiquer s'il estime qu'une garantie est nécessaire sur la base des questions que vous vous apprêtez à poser. Est-ce qu'il est important d'apporter des assurances à ce témoin? Je souhaite le savoir pour que nous puissions communiquer cela au témoin. No, we don't, Your Honor. Monsieur MacDonald, non, Monsieur le Président, ce n'est pas pertinent. Le Président, il n'est pas nécessaire d'apporter des assurances. Monsieur MacDonald, non, pas à ce stade-ci. Le Président, très bien, merci. For the whole duration of the Pour toute la durée de la déposition du témoin, j'invite les parties à faire preuve de vigilance et de demander le passage à huis clos partiel s'agissant des passages susceptibles de faire révéler l'identité du témoin. Sur ce, je pense que nous pouvons commencer la déposition du témoin et je donne la parole à Monsieur le procureur. Pardon, Maître Van Bonnet, oui, Maître Van Bonnet. Monsieur le Président, vendredi, j'ai déposé un document et apparemment, ni l'accusation, ni la défense, ni la Chambre d'ailleurs ne l'ont reçu. Dans ce document, j'ai indiqué qu'il conviendrait, étant donné que le témoin a beaucoup de difficultés à lire des textes écrits, qu'il serait utile que certaines parties de sa déclaration soient lues lentement par les parties. Voilà, d'une part, c'est une préoccupation que j'avais à signaler afin que la déposition du témoin se déroule avec célérité. Deuxième chose, le témoin n'a pas disposé de beaucoup de temps pour se préparer, étant donné qu'il n'est pas en mesure de lire facilement. Des documents ont dû lui être lus. Par conséquent, cela a pris beaucoup de temps et je ne suis pas en mesure de vous dire que le témoin a pu passer en revue toutes ses déclarations. Mais dans le cadre de mes échanges avec lui, j'ai compris qu'il était clair dans l'esprit du témoin qu'il était au courant de la déposition qu'il avait faite
précédemment dans des étapes précédentes de cette procédure. Enfin, je n'ai pas pu déterminer si des assurances s'avéreraient nécessaires ou pas. Par conséquent, j'ai pensé qu'il serait judicieux de pécher par excès de prudence et d'accorder ces assurances s'agissant de la règle 74 à notre témoin. Savoir, enfin voilà l'essentiel du document que j'ai déposé vendredi dernier. Je l'ai déposé autour de 13 heures ou de midi. C'était donc les arguments que j'évoquais dans mon écriture que j'ai déposée auprès du greffe. In short, Your Honor, En bref, monsieur le témoin, pardon, un instant. in short, Your Honor, Bref, monsieur le président, je n'ai pas été en mesure d'exclure la possibilité d'invoquer la règle 74 et j'ai donc pensé utile de le signaler. Merci, monsieur le président. with the Chamber's permission. Monsieur MacDonald, avec l'autorisation de la Chambre, je souhaiterais apporter un éclaircissement. S'il devait s'avérer effectivement nécessaire d'apporter ou d'accorder des assurances, l'accusation n'aurait pas d'objection. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que le témoin a été auditionné en application de l'article 55.2 au tout début de la procédure. Sur la base de son appartenance présumée à de nombreuses organisations. Et à ce moment-là, l'accusation a estimé qu'il était préférable de ne pas exclure la règle 74 et de procéder à une audition au titre de l'article 55.2. Nous considérons que, s'agissant de certains témoins, il est préférable de procéder par transcription de l'audition plutôt que par déclaration. Et j'espère que cela éclaire un peu la Chambre. Mais sachant ce que nous savons maintenant, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'accorder des assurances. Évidemment, je ne ferme pas la porte à cela. Si pendant la déposition, il devait s'avérer nécessaire de le faire, à ce moment-là, nous lui accorderons les assurances. Mais en tout état de cause, je voulais simplement vous fournir ces informations afin d'éclairer votre décision, Monsieur le Président. Le juge président. Maître Von Bonnet, s'agissant de la lecture qui a été faite au témoin, s'il devait être présenté quoi que ce soit au témoin, il faudra procéder par une lecture à voix haute, nous le savons. Le fait que toutes les déclarations n'ont pas pu être passées en revue par le témoin, que le témoin n'a pas disposé de suffisamment de temps, je pense qu'il y a moyen de procéder à un rafraîchissement de la mémoire en relisant une partie de la déclaration. Ce n'est pas un problème de taille. Enfin, en ce qui concerne les assurances, nous allons commencer la déposition sans lui apporter ces garanties, notamment à la lumière de ce que le procureur vient de dire à l'instant. Mais en tout état de cause, si cela devait s'avérer nécessaire, nous serons disposés à lui apporter les assurances voulues. Je crois que nous procédons de manière très circonspecte. Et à nouveau, je redonne la parole à monsieur le procureur afin qu'il commence son interrogatoire principal. Bonjour, Monsieur Gichi. Bonjour, maître. Nous allons revenir sur cela, mais je comprends que ce n'est pas la première fois que l'on se rencontre, que l'on se voit, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Alors, aussi, malgré le fait que j'ai pu vous rencontrer dans le passé, je vais, au cours de mes questions, au cours de mon interrogatoire, je vais vous appeler par le terme « monsieur ». Ça fait plus court, c'est poli.
Et je vais tenter d'éviter de vous appeler Monsieur Sam, n'est-ce pas? Car je comprends que lorsqu'on se rencontre dans des cadres de déclaration, plus de déclarations, des fois on est un peu plus familier qu'ici aujourd'hui en salle d'audience. Monsieur, je vais vous demander de bien écouter les questions que je vais vous poser. Alors, je crois que Monsieur le Président a fait référence un peu à cela tout à l'heure, mais je vais aller un petit peu plus loin. Assurez-vous de bien comprendre mes questions. Si vous ne les comprenez pas, dites-nous-le, c'est important. Non, Et ça- je reformulerai. D'accord. Parce que, évidemment, si vous ne comprenez pas la question, la réponse Il n'est n'était pas pas bon. nécessairement en lien avec la question. Vous avez noté que je m'adresse à vous en français. Ça Oui. va être notre langue commune. Ouais. Mais la langue avec la Chambre, lorsqu'il peut y avoir des objections ou autres interactions avec les collègues ou la Chambre, je vais le faire en anglais. OK? Vous comprenez? Également, juste un point. Je sais que vous aimez parler. Nous allons aller ou procéder de manière Lentement. lentement, car il y a une traduction évidemment en anglais, n'est-ce pas, pour la Chambre, pour certains collègues. Et il faut éviter de se chevaucher aussi. Alors, il faut attendre la question, prendre une petite pause et répondre. Je sais que c'est difficile. Alors, j'ai pas de carton jaune, comme au foot, mais je vais lever ma main si jamais je dois vous interrompre ou, d'accord, je vais vous faire signe pour tenter de simplifier les choses. Je sais aussi que vous avez peut-être beaucoup à dire. Nous allons prendre notre temps. Et également, je ne veux pas vous empêcher de répondre, mais il faut se concentrer sur la question qui est posée et tenter de se limiter au sujet sur lequel on pose. S'il y a des détails additionnels, nous allons y revenir, ne vous inquiétez pas. D'accord? Monsieur le témoin, je vais maintenant commencer. Pourriez-vous indiquer à la Chambre un petit peu d'informations biographiques additionnelles que vous n'avez pas mentionnées peut-être ou qu'on n'a pas touchées jusqu'à maintenant? Dans un premier temps, où êtes-vous né? Au Libéria. Et si je comprends bien, donc, vous êtes né en 1963. Oui. Vous rappelez-vous l'âge à laquelle vous aviez lorsque vous êtes déménagé en Côte d'Ivoire? J'avais 8 ans. Vous aviez 8 ans. Et à ce moment-là, vous avez où vous êtes-vous, ou votre famille, où s'était-elle installée? À Séguéla. Séguéla. Donc un peu plus au nord. Oui, au nord, centre. Également, c'est une chose que nous allons y revenir. Vous avez un surnom, n'est-ce pas? Oui. Quel est-il, ce surnom? Sam l'Africain. Pourquoi? Parce que j'accante tout ce qui est de l'Afrique, tout ce qui est africain. Excusez-moi, je ne suis pas certain d'avoir bien compris. Si Là, vous pouvez répéter. je vais m'habituer un peu. Hein. Oui, oui, Voilà, prenez je votre dis. temps, on commence. C'est parce que ce nom a été donné par mes amis. Oui. Ils ont estimé que tout ce que j'ai fait est africain. Je vis avec eux. J'allais au champ, j'allais partout. Et j'étais toujours avec les Africains. Et c'est comme ça, dans un jeu, j'ai été surnommé comme ça. Au début, je n'ai pas accepté. Et vous savez, quand on vous donne un surnom et que vous n'acceptez pas, ça devient un amusement. On te taquine avec. Et c'est comme ça, c'est resté. Sam l'Africain. Et je préfère Sam l'Africain que tout. Parce que je suis un Africain, j'aime l'Afrique, j'adore les Africains. Dernière question sur le sujet. Vous aviez quel âge environ lorsque vous dites que c'est dans les amis qui vous ont donné ce surnom? Peut-être 14 ans. Hein? Donc 14. à l'adolescence. Pardon? À l'adolescence. Oui, D'accord. Bien sûr, il y a longtemps. Et expliquez-nous un petit peu, vous avez mentionné que vous avez
la nationalité ivoirienne, mais également libanaise. Oui. Alors justement, parlez-nous brièvement de vos origines. Vous êtes né au Libéria, mais vos parents, eux. Mon père est venu du Liban, il s'est installé au Libéria. Et ma mère était une Libanaise guinéenne qui est venue de la Guinée, que ses parents étaient des Libanais, mais elle est née en Guinée. Et elle a épousé mon père au Libéria. Et c'est comme ça. D'accord. Vous dites que vous êtes du Nord. Oui, je dis toujours. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Mais je vais dire que je suis fils du Nord puisque c'est là-bas que j'ai fait toute ma vie, c'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que j'ai fait mes enfants. Donc, lorsque vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous étiez à Ségala, mais par la suite, tout à l'heure, vous avez mentionné votre lieu d'appartenance, si on veut. Mankono. Pourriez-vous? Mankono. Mankono, d'accord. Et vous avez habité là jusqu'à quel âge environ? Bon, d'abord à Ségala, je suis resté à Ségala, je crois, pendant 10 ans. C'est à la mort de mon père à Ségala, le 31 décembre 1980. 31 décembre 1980. À 17h, mon père est décédé à Ségala. D'accord. Et 6 mois après, je suis allé m'installer à Mankono. D'accord. Je comprends que au moment des événements qui nous intéressent ici, donc la crise post-électorale, vous habitiez à Abidjan. Oui, j'étais à Abidjan. Et vous êtes arrivé à Abidjan en quelle année? Je suis arrivé à Abidjan en 88, hein, si j'ai bonne mémoire. Excuse me. Le président, pardon. Vous parlez trop vite et parfois il y a des chevauchements. Alors je vous demande de bien vouloir marquer une pause. Mais je ne peux pas. Nous allons ralentir. Ok, d'accord. Nous allons ralentir. On va ralentir. Et, On va s'habituer. on va s'habituer. Ouais. Et n'ayez crainte, on vous entend très bien. Vous n'avez pas besoin d'approcher votre voix. Ah, Vous voyez, d'accord. moi, je suis déjà un peu loin du Ah oui, micro. ok. Donc, D'accord. soyez à votre aise. Je veux juste revenir sur l'année à laquelle vous êtes arrivé à Abidjan environ. Prenez 86, hein, je crois. Prenez dans les années 86. En 1986. Oui, oui. Vous avez parlé de votre profession Oui. sans nous donner des noms. Hein, nous sommes en audience publique. S'il y a lieu, on pourra aller plus tard en audience à huis clos partiel. Mais votre profession, à ce moment-là, lorsque vous arrivez à Abidjan et jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi au juste? Je travaillais dans une société comme technicien. Dans une société industrielle comme technicien. D'accord. Ah. Et vous avez fait ça pendant combien d'années? J'ai fait ça pendant 3 ans, 4 ans. D'accord. Et par la suite? J'ai laissé et je suis rentré dans les activités commerciales, les affaires. Attends. Go ahead, please. Veuillez poursuivre, allez-y. Témoin. Il est possible que M. Gbagbo entre et sorte, n'est-ce pas? Comme vous venez de le voir. Il va revenir dans 1 minute ou 2. Il va faire ça probablement quelques fois lors de votre témoin. Ben, à l'heure ou à l'heure et demie, il fait ça à quelques reprises. OK? Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. OK? Non, mais il n'y a aucun problème. D'accord. Maintenant, donc, vous avez commencé vos activités, vous dites commerciales, ça consistait à quoi au juste? Non, je faisais, si tu veux, je faisais des échanges commerciaux, c'est-à-dire j'achetais des marchandises et je revendais. D'accord. Et aujourd'hui,
Est-ce que vous êtes toujours dans des activités commerciales? Non. D'accord. Quelle est votre profession? Comment appelleriez-vous votre profession aujourd'hui? Mais bon, on peut aller toujours dans le cadre homme d'affaires. Vous êtes un homme d'affaires. Ouais. Très bien. Avez-vous des compagnies? Non. Et dans le passé, aviez-vous des compagnies? Bien sûr. Vous en avez eu combien environ en tout? 3, je crois. D'accord. Pour que la Chambre puisse comprendre votre parcours Bien sûr. au niveau de l'éducation, pourriez-vous expliquer à la Chambre si vous êtes allé à l'école, et si oui, où, et pendant combien de temps? Peut-être je vais surprendre la cour. Je n'ai jamais été à l'école. Mais j'ai fait l'école de la vie, ce que nous appelons école de la vie en Afrique. C'est la meilleure école où on ne finit jamais d'apprendre. Et on continue toujours à apprendre. Monsieur le témoin, nous avons eu la chance de nous rencontrer par le passé. Nous y reviendrons s'il y a lieu plus tard. Mais je crois que, justement, pour vous mettre à l'aise, il est important d'expliquer quelle est votre motivation à être ici devant cette Chambre aujourd'hui et à coopérer, si on veut, avec l'institution qui est la Cour pénale internationale. Allez-y. Si je me souviens bien, c'était le 4 octobre 2011. Lorsque nous étions à la pergola comme des prisonniers politiques, j'ai reçu un coup de téléphone venant du bureau du procureur qui m'invitait à me présenter devant eux. Pour l'instant, je vous interromps parce que nous sommes en audience publique. On va éviter les noms de personnes du bureau du procureur pour l'instant, si vous voulez, mais continuez. J'ai été invité, n'est-ce pas? D'accord. J'ai été invité et je me suis fait accompagner parce qu'en ce temps-là, on ne pouvait pas sortir seul si nous ne sommes pas accompagnés avec des hommes de sécurité. Donc, je me suis fait accompagner et c'est comme ça. J'ai été mis devant les faits, ça veut dire que les questions m'ont été... D'abord, ils se sont présentés. Comme vous dites, on ne dit pas les noms, ils se sont présentés. Et ils m'ont dit ils pensent, ils estiment que j'étais aussi un co-auteur dans la crise. Et que quel était mon rôle et qu'est-ce que je savais et que je devais témoigner. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas aucun problème à ça, puisqu'il faut dire ce que tu sais. Et j'ai dit que, moi, quand on m'a dit que j'étais un co-auteur de la crise, bon, c'est tout à fait normal, puisque j'étais un acteur politique et on était tous avec le président Gbagbo, donc il fallait dire ce qu'on savait. Donc j'ai trouvé que c'était normal de répondre pour éclaircir un peu tout le monde entier aujourd'hui de la vérité de la crise de Côte d'Ivoire. Quelle est la base? Où est venue cette crise? C'est ça il faut expliquer. Et c'est ce que le monde veut savoir. C'est que si en Côte d'Ivoire, on sait où est venue la crise. Peut-être on n'a pas su la gérer et ça a engendré trop de morts et trop de victimes. Mais la crise est venue de quelque part. Et ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. Et aujourd'hui, moi, je souhaiterais quand même, pour le respect, je dis bien pour le respect de toutes les victimes, en Côte d'Ivoire, tous les morts, sans appartenance religion ou sans appartenance du nord ou du sud, parce que ce sont des Ivoiriens qui ont été victimes peut-être de notre naïveté et de notre façon de faire la politique. Il y a eu plein d'innocents qui ont été victimes, qui sont morts. Même des gens qui n'ont pas contribué au vote
des gens qui n'ont ni voté ni Gbagbo ni Alassane ont été tués. Et ici, il faut dire la vérité pour que le monde sache vraiment qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est arrivé. Et moi, personnellement, comme je vous ai dit, je suis un homme pacifique et je défends toujours la cause de l'Afrique et des Africains parce que j'estime que les Africains sont trop victimes de la barbarie. Il y a trop de morts en Afrique. Donc, c'est pour cela que j'ai accepté de témoigner. Je témoigne ici aujourd'hui que le monde sache pourquoi l'Afrique souffre. Pourtant, il n'y a pas plus hospitalité que l'Afrique. Le peuple d'Afrique, les Africains, c'est un peuple pacifique et doux. Je pense qu'on ne doit pas les massacrer à ce point. Le contraire. Et c'est pour cela que aujourd'hui, je veux témoigner ça. Je veux qu'on respecte les Africains, l'Afrique soit respectée. Parce qu'elle n'est pas méchante, les Africains ne sont pas méchants. Les Africains, c'est un peuple qui donne l'hospitalité, qui est très gentil, qui est doux. Et l'Afrique, c'est le paradis de la terre. Il faut aller vite pour le savoir. Mais hélas, la politique, qui est mal faite, et ça fait aujourd'hui, on vit ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire et on vit dans d'autres pays africains aujourd'hui. Et vraiment, il faudrait que ça s'arrête un jour. D'accord. Parlons justement de politique. Et j'aimerais débuter par, encore une fois, vous, certains détails biographiques. Vous avez mentionné précédemment que vous aviez un parti politique. Quel est le nom de ce parti? La NACIP. La NACIP. Et quel est le nom complet de la NACIP? La Nouvelle Alliance de Côte d'Ivoire pour la patrie. Quand avez-vous créé la NACIP? Ou quand la NACIP a-t-elle été créée? D'abord, la NACIP a été créée comme un mouvement politique, je crois, en 2004-2005, je crois bien, si j'ai une bonne mémoire. D'accord. Et c'est après la crise, quand je suis sorti de la pergola, comme on m'avait libéré, j'ai transformé ça en parti politique. Très bien. Est-ce qu'il y a des statuts à la NACIP? Vous voulez savoir si je suis en règle vis-à-vis de l'administration? Non, excusez-moi, non. Je vais reformuler. Oui. Quand vous parlez des statuts. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, que comprenez-vous par statut d'incorporation, si on veut? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils existent? Pour nous, un parti politique a un règlement intérieur, a un statut. Très bien. Donc, vous avez un statut. Nous avons un statut. Pourriez-vous nous le décrire brièvement? Je crois que vous avez ça dans vos documents. Effectivement, mais j'aimerais que vous expliquiez un petit peu avant que, justement, on regarde ce document. Oui. Vous expliquez ça, un statut, c'est-à-dire qu'est-ce qui est contenu dedans? Le statut est fait quand vous voulez créer votre organisation ou bien votre association, vous faites un statut où il y a des règles dedans. Et c'est ce statut-là que vous déposez devant l'administration de l'État pour qu'on puisse vous accorder un récépissé. Quel était l'objet ou quel est l'objet de la NACIP? L'objet de la NACIP, c'est de réconcilier les Ivoiriens et prôner la paix. Qui est le président? Je suis le président. Et ce, depuis quand? Depuis la création, je suis le fondateur.
I would now call, Your Honors, Exhibit CI. Monsieur le Président, je demande l'affichage du document CIVOTP 006 0044. J'en demande donc l'affichage sur les écrans. Mr. McDonald, could you please... La greffière d'audience, Monsieur McDonald, quel est le niveau de confidentialité de ce document? Statut d'incorporation. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider avec ça? Parce qu'on ne voit rien. Please, Court Usher, could you assist Le Président, est-il possible, Monsieur l'huissier, d'apporter votre concours au conseil du témoin et aux témoins? Merci. OK. Excusez-moi, je ne suis pas certain si on voit le document ou je vois le document. On doit faire quoi, là? Sur quoi est-ce qu'on doit mettre nos boutons? Evidence 1. Évidence 1. Problème technique. Alors, monsieur le témoin, vous voyez le document devant vous? Oui, Vous reconnaissez? oui, Très bien. Je comprends que c'est une photo de vous. oui. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention et si on pouvait montrer la page numéro 0051, s'il vous plaît. Oui. Très bien. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un zoom-in ou Bon, ça va, je vois. vous voyez? OK. Mhm. Maintenant, fait et adopté en Assemblée générale constitutive le 23 avril 2006. On voit votre nom, signature et également celle du secrétaire général. Alors, vous nous avez mentionné tout à l'heure que ça a été incorporé en 2005, c'est-à-dire que vous avez créé le mouvement en 2005. Maintenant, à la lumière du document, on indique ici 2006. Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que j'ai dit s'il y a une bonne mémoire, c'est entre 2004 et 2005 à peu près. Donc si c'est 2006, c'est bon. D'accord. Alors, je reviens en arrière à la page 0046. Alors, on voit son article 5, l'objet, et je vais lire. Le NACIP a pour objet de contribuer d'une part à la naissance de la nation ivoirienne par l'éducation à la paix, à la non-violence et à la promotion des alliances à plaisanterie, et d'autre part faire prendre conscience au peuple de Côte d'Ivoire et d'Afrique de la nécessité de l'autodétermination. Pourquoi avez-vous créé ce mouvement? Le mouvement a été créé lorsqu'il y a eu les premières attaques en Côte d'Ivoire. Il y a eu les premières attaques en Côte d'Ivoire. Et il fallait créer ça. Comme c'est bien indiqué,
pour dire que ça n'avait pas de sens, les attaques, ou que nous allons nous diviser, nous allons nous faire la guerre entre nous, ça n'avait pas de sens. C'était notre objectif, ça. Et partout que je suis parti, toutes les tournées que j'ai faites, tout ce qui est dit et j'ai dit, c'est la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas vivre. Vous faites référence à des attaques. Vous avez utilisé l'expression attaque. De quelles attaques parlez-vous? Les attaques, quand ça a commencé, quand la Côte d'Ivoire a commencé à être attaquée, d'abord il y avait les coups d'État manqués. Lequel faites-vous, à quel coup d'État faites-vous référence? Les coups d'État les plusieurs coups d'État qui ont été marqués contre le président Gbagbo. Et le dernier coup d'État, ça a divisé le pays, où ça a été un coup d'État qui a été un échec et ça a transformé à la division du pays. C'est à partir de là que moi j'ai décidé, avec les autres fondateurs, de créer un mouvement de soutien à la République et de créer la paix, l'alliance entre le peuple. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a trop d'alliances entre nous là-bas. Cette tentative de coup d'État, c'est en quelle année, la dernière? Si vous le savez, si vous en rappelez de la date. Je crois que c'est en 2002. Pendant qu'on est sur le sujet des dates, On revient en arrière. est-ce que vous considérez que vous êtes bon quant aux dates? Bon, vous savez, moi, j'ai pas trop de... Je ne retiens pas beaucoup les dates et j'ai faible de mémoire. Ça, je vous l'avais déjà dit. Hein? Voilà. Quand vous dites que vous êtes faible de mémoire, qu'est-ce que vous voulez Je dire? oublie vite. Vous oubliez vite quoi? Ouais. J'oublie vite le passé, certaines choses que je ne me rappelle pas, surtout les dates, les trucs comme ça. OK. Quand vous dites que vous n'avez pas de bonne mémoire, est-ce que vous faites le lien sur tout ou juste ici les dates? Bon, ça dépend. Souvent, je me rappelle des choses beaucoup et souvent, je ne me rappelle pas beaucoup de choses. D'accord. Continuons. Vous dites qu'il y a eu une déclaration d'association, c'est-à-dire qu'il y a eu une déclaration pour constituer un parti politique. Vous avez dit lorsque vous êtes sorti de la pergola, on va revenir à la pergola, c'est quel genre d'endroit, mais avant 2010, est-ce qu'il y a eu d'autres étapes pour votre parti politique? Pour le mouvement politique. Oui. Oui. Expliquez-nous. Nous, on faisait des tournées. Surtout moi, je faisais beaucoup de tournées au nord du pays pour parler de la réconciliation et parler du président Laurent Gbagbo dans le nord du pays pour dire que cette division n'a pas de sens et que c'est la France qui est en train de nous diviser. Il faudrait qu'on prenne conscience. C'était ça, je prenais comme activité dans le nord et partout que je partais. Je demandais aux Ivoiriens de s'aimer, de se réconcilier et de regarder l'avenir de la Côte d'Ivoire. De ne nous laisser pas tromper. J'aimerais appeler la pièce CIV OTP 006-0067. Je demanderais que ça soit en confidentiel pour le moment. Très bien.
On peut quand même voir la pièce. Il n'y a pas de problème là, pour les écrans. Vous voyez le document devant vous? Oui. Alors donc, je comprends que c'est un récépissé de déclaration, d'association, avec un numéro Mhm. du ministère de l'Intérieur. Mhm. Et là, on voit nom et prénom des membres du bureau exécutif. Mhm. Alors, première question. Je comprends que sur cette première page, pour aller plus vite, là, ça décrit la structure de votre association ou de votre mouvement, pardon. De mouvement, oui. Donc, il y a un président, premier vice-président, deuxième vice-président, secrétaire général adjointe, trésorier général adjoint, coordonnateur, délégué à l'organisation. Et si on tourne, et on va à la prochaine page, pardon, 0068, s'il vous plaît, toujours confidentiel pour le moment. Alors, on voit ici chargé de mission également. Il y avait un poste de chargé de mission, c'est ça? Mhm. Et on voit que ceci, c'est donc au ministère de l'Intérieur, daté du 14 novembre 2008. 2000. 2008. Mhm. Et on voit la signature, je vais le nommer, du ministre de l'Intérieur de l'époque, de Feu Désiré Tagro. C'est ça? Mhm. Expliquez-nous, parce que je veux juste bien comprendre, malgré le fait que ça soit juste biographique. À votre sortie de la pergola, vous dites que vous avez créé votre mouvement, vous l'avez transformé en parti politique. Et ici, ça sert à quoi, ça, ce document-là? Donc ça, c'est pour le... Ça, c'est pour le mouvement. Parce que vous savez, quand vous créez le mouvement et que vous déposez, on vous donne un petit récépissé. Ça vous permet de vous mettre en activité en attendant que vous avez l'agrément. C'est plus tard que l'agrément là est sorti. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer un autre document. Ouais. 0006-0063. C'est public. You mean do you mean the... Le président, vous parlez de qui? Monsieur MacDonald, les deux, le président. Eh bien, je demande à tous les deux, je vous demande à tous les deux de ralentir. Je ne savais pas qui je devais réprimander. Très bien. Alors, on voit la pièce devant. C'est un journal officiel, évidemment, de la République de Côte d'Ivoire. Et ça paraissant le jeudi de chaque semaine. Et je vais vous amener à la page 0066. Et on voit un trait noir à gauche, déclaration d'association. Et on voit que dans le journal officiel donc du 20 novembre 2008, il y a une reconnaissance de votre mouvement. C'est bien cela? Pour les fins de l'enregistrement, il faudrait spécifier par oui ou par non. Ou... Oui. D'accord. Merci. Très bien. Quelle sorte de membership y avait-il au sein de la NACIP? Qui sont les gens qui faisaient partie du groupe, de votre mouvement à cette époque? Combien y a-t-il de membres? Donnez-nous certains détails, peut-être plus statistiques. Bon. Vous savez, c'est un peu compliqué de vous donner les chiffres justes parce que, vous savez, les mouvements politiques, il y a des sympathisants, il y a des membres. Et nous avons aussi des représentants dans les différentes villes de l'intérieur, comme dans le district d'Abidjan. Donc, ce serait très difficile de vous donner un chiffre juste
Mais c'est un mouvement qui avait des représentants partout en Côte d'Ivoire, à peu près, et qui avait des représentants au niveau du district même d'Abidjan. Vous avez fait référence à des tournées que vous faisiez et j'aimerais que vous expliquiez à ce moment-là, lorsque vous faites des tournées dans les préfectures, les différentes préfectures, vous avez spécifié au nord plus particulièrement, comment ça fonctionne au niveau pratique? Comment vous déplacez, comment vous annoncez, une fois rendu sur le terrain, comment les choses se déroulent, et ainsi de suite. Brièvement encore une fois. D'accord, merci, monsieur le procureur. Nous, on avait la façon d'organiser nos sorties en faisant des courriers officiels. Par exemple, si on devait aller à Boaké, c'est un exemple que je vous donne. On écrit au responsable administratif de Boaké pour lui dire que les responsables de la NACIP viendra à Boaké pour faire des meetings. Donc, on informe les autorités pour des raisons de sécurité et des raisons de ce qui est normal dans l'administration. Et en plus, nous faisons des publicités à la télé. Disons, le 20 septembre, le mouvement de la NACIP et son président plus son équipe vont se rendre à Boaké pour des meetings. Nous demandons à la population de se mobiliser. C'est comme ça. Alors, j'aimerais appeler la pièce maintenant 0006 0057 et elle est publique. Vous voyez? Oui, monsieur le procureur. C'est quoi ça? C'est un courrier adressé à monsieur le secrétaire général de la préfecture de Kounaïri pour l'avertir et l'annoncer de notre visite dans sa localité. Parce que, vous savez, il faut faire les choses dans les normes. Vous ne pouvez pas aller dans une ville, aller faire de la politique sans avertir les autorités. C'est la même chose ici aussi, je crois, dans la plupart des pays, n'est-ce pas? Là, je ne sais pas, je parle pour nous. Mais ici, donc, vous vous annoncez pour faire un rallye, c'est bien ça? Oui. Dans une localité? Oui. D'accord. Pour les fins d'enregistrement, il s'agit d'un document daté du 9 décembre 2009, signé du témoin et annonçant une visite effectivement à Kounaïri et Soukrouba. Voilà, pardon. Peut-être dernière question, ou vu l'heure. We can go at 11:05. Le président, nous pouvons continuer jusqu'à 11h05, car nous avons commencé nos travaux à 9h35. Monsieur MacDonald, eh bien, nous le ferons, Monsieur le Président. Faisait-elle partie d'associations ou de groupements politiques? Oui. Lesquels? D'abord, ça dépend des périodes. Avant la campagne, on faisait partie de la Galaxie patriotique. Et quand la campagne devait commencer, les deux partis, c'est-à-dire les deux adversaires, il y avait les autres qui avaient créé le RHDP et le président avait fait le LMP, c'est-à-dire la majorité présidentielle. La majorité présidentielle. Et nous, on faisait partie de la majorité présidentielle.
Alors, quand vous dites avant la campagne, vous faites référence à quelle année à ce moment-là? Mais comme par exemple, vous prenez le courrier de 2009, tout ça, nous, on était déjà actifs. Hein. Vous étiez déjà actif en campagne à ce moment-là. Alors, si tu veux, pas en campagne, puisqu'on n'était pas en campagne. Mais nous, moi, par exemple, la NACIB était active dans la mobilisation de la réconciliation et dans la paix. Ça, on n'a jamais cessé. Et quand il y a eu les élections, évidemment, de 2010, Oui. le premier tour, le deuxième tour, ces dates font l'objet d'ailleurs d'admission. La même chose avec le terme LMP et RHDP. Alors, la majorité présidentielle, c'était quoi? La majorité présidentielle, c'est tous ceux qui soutenaient le président, c'est-à-dire toutes les associations des partis politiques ou des mouvements politiques ou des associations de la société civile. Tous ceux qui supportaient le président Gbagbo faisaient partie de la majorité présidentielle. Donnez-nous des noms de ces grands partis qui étaient membres ou qui étaient inclus dans cette majorité présidentielle. Donc, il y avait évidemment le FPI, hein, le Front populaire ivoirien de M. Gbagbo. Oui. Donnez-nous d'autres noms. Il y avait le RPP de M. Fologo. Il y avait LG, son porte-parole, M. Koulibaly-Gervais, son parti à lui. Il y avait plusieurs partis. Hein. On avait plusieurs partis. Je n'ai pas la liste devant moi, comme je vous ai dit. Difficile de retenir les noms. Si j'ai la liste, je vous donnerai tous les noms. Mais vous devez avoir la liste avec vous. Et pour ce qui est du RHDP, donc il s'agissait d'une coalition également, je comprends la bien, même de chose. partis? Plusieurs partis, plusieurs associations, plusieurs mouvements de soutien. À qui? À RHDP, qui était le candidat. D'abord, pour le premier tour, il y avait le candidat Bédié, il y avait le candidat Alassane. Donc, ils étaient, pour le moment, chacun soutenait son candidat. C'est au deuxième tour que tout le monde s'est mis ensemble pour soutenir Alassane du côté RHDP. Et nous sommes restés à soutenir M. le président Laurent Gbagbo. Et au premier tour, la LMP avait-elle plusieurs candidats ou est-ce qu'il y avait seulement M. Gbagbo? Il y avait seulement M. Gbagbo. Donc, contrairement à M. Bédié et Ouattara, oui. Dans le cas, il y avait un front commun LMP pour le premier tour, bien sûr, soutenant M. Gbagbo. Bien sûr. I think, yes, I think now we come to... Le président. Je pense qu'il est temps maintenant de faire la première pause. Cette pause durera une demi-heure et nous reprendrons nos débats à 11h35. Donc, je suspends l'audience pour le moment.